Elle a transformé notre fête de fiançailles en une mauvaise blague jusqu'à ce que Jean reprenne le contrôle. La fête de fiançailles était censée être parfaite. J'avais passé 3 mois à planifier chaque détail, réserver le plus bel endroit que nous pouvions nous permettre et inviter 80 personnes de nos 2 familles. Les décorations étaient élégantes, la nourriture était excellente et tout le monde semblait passer un bon moment. Ma fiancée buvait depuis notre arrivée. Au début, ce n'était que du champagne pendant les toasts, puis du vin avec le dîner. Ensuite, elle a trouvé le chemin du bar à volonté. J'aurais dû voir les signaux d'alarme, mais j'étais occupé à jouer mon rôle d'hôte, m'assurant que tout le monde se sentait le bienvenu. Vers 21h30, la musique jouait et les gens discutaient quand elle a arraché le micro des mains du DJ. J'étais de l'autre côté de la pièce en train de parler à mon oncle Barry quand j'ai entendu un Larsen strident retentir dans les haut-parleurs. « Attention tout le monde », annonça-t-elle, chancelant légèrement en tenant le micro. « J'ai quelque chose à partager. » La salle devint silencieuse. Les 80 invités se tournèrent pour la regarder. Mon estomac s'est noué, car je connaissais ce ton. Rien de bon n'arrivait jamais après qu'elle avait bu et qu'elle voulait l'attention de tout le monde. Honnêtement, dit-elle, sa voix portant clairement à travers le système de sonorisation, je n'ai dit oui que parce que cette bague est magnifique. Je n'ai jamais vraiment voulu l'épouser. J'adore juste l'attention. Le silence qui suivit fut assourdissant. On aurait pu entendre une mouche voler. Tante, oncle, cousin, amis, tout le monde la fixait. Ma grand-mère est restée bouche bée. Son père donnait l'impression de vouloir disparaître sous terre. Je me suis approché calmement, j'ai pris le micro de sa main et j'ai parlé distinctement. Merci pour cette honnêteté. Puis j'ai attrapé sa main gauche et j'ai retiré la bague de fiançailles de son doigt. Le diamant de 3 carats qui m'avait coûté 4 mois de salaire s'est enlevé facilement. La fête est finie, ai-je annoncé à la salle. Les fiançailles sont annulées. J'ai rendu le micro au DJ et je me suis dirigé vers la sortie. Derrière moi, je pouvais entendre le chaos commencer, des halètements, des chuchotements, le bruit d'une chaise raclant le sol. Sa voix a percé le bruit. Attends, je ne le pensais pas. Je plaisantais juste. Mais j'ai continué à marcher. J'avais entendu assez de vérité pour une soirée. Le responsable de la salle se tenait près de la porte avec une expression confuse. Je lui ai dit que la fête se terminait plus tôt, je l'ai remercié pour son service et je me suis dirigé vers ma voiture. En rentrant chez moi, mon téléphone a commencé à vibrer de messages textes, mais je l'ai éteint. J'avais besoin de silence pour digérer ce qui venait de se passer. Elle avait avoué devant 80 témoins que toute notre relation était une mascarade, qu'elle s'était servie de moi pour la bague et l'attention d'être fiancée. Ce qui est drôle, c'est que je me sentais presque soulagé. Depuis des mois, quelque chose clochait dans notre relation, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Maintenant, je savais exactement ce que c'était. Je suis rentré chez moi, je me suis versé un verre et je me suis assis dans mon salon, pensant à la façon dont j'avais échappé à la plus grosse catastrophe de ma vie. Le lendemain allait être intéressant, quand elle dessoulerait et réaliserait ce qu'elle avait fait. Mon téléphone a commencé à sonner à 6h30 du matin. J'étais déjà réveillé depuis 1 heure, buvant du café et me préparant mentalement à ce qui allait arriver. L'identifiant de l'appelant affichait son numéro, mais j'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Puis il a sonné encore et encore. J'ai finalement répondu au 4e appel. « Où es-tu » demanda-t-elle immédiatement, la voix tremblante. « Je me suis réveillé chez ma sœur et tu n'es pas là. »« Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ?» Tout le monde est bizarre et ne veut pas me parler. J'ai pris une gorgée de mon café et l'ai posée soigneusement. « Tu ne te souviens pas. » Je me souviens de la fête. Je me souviens avoir bu, mais tout ce qui s'est passé après le dîner est un peu flou. Est-ce qu'on s'est disputé ? Pourquoi suis-je chez Autumn au lieu d'être chez toi ? Elle ne se souvenait vraiment de rien. L'alcool avait effacé sa mémoire du moment le plus important de toute la soirée. J'ai failli rire de l'ironie. Tu as fait une annonce, dis-je calmement. Devant tout le monde. Tu as dit à toute la fête que tu n'avais dit oui à ma demande que parce que tu aimais la bague, que tu n'avais jamais voulu m'épouser, que tu appréciais juste l'attention. Le silence à l'autre bout du fil a duré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. J'ai. Quoi ? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'aurais pas dit ça. Si, tu l'as fait. Tu as pris le micro et tout avoué à 80 témoins. Tes parents, mes parents, nos amis, nos collègues, tout le monde.
Je pouvais entendre sa respiration s'accélérer. Ce n'est pas. Je ne me souviens pas d'avoir dit ça. Tu es sûr? Peut-être que tu as mal compris. Il n'y a pas de malentendu. Tu as été très clair. Alors, j'ai repris la bague et j'ai annulé les fiançailles devant tout le monde. Elle s'est mise à pleurer. Pas les larmes douces de quelqu'un qui est contrarié, mais les sanglots paniqués de quelqu'un qui a réalisé qu'il a détruit sa vie en un seul moment d'ivresse. J'ai besoin de te voir, dit-elle entre deux sanglots. J'ai besoin d'expliquer. J'étais ivre. Je ne réfléchissais pas clairement. Tu sais que je ne le pensais pas, en fait, je pense que tu pensais chaque mot. L'alcool ne fait pas mentir les gens. Il leur fait dire la vérité qu'ils gardent habituellement cachée. Ce n'est pas juste. J'étais complètement saoul. Les gens disent des choses stupides quand ils sont ivres. 80 personnes t'ont entendu le dire. Ta demoiselle d'honneur l'a enregistré sur son téléphone parce qu'elle pensait que tu faisais un discours mignon. Donc, non. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons prétendre ne s'est pas produit. Les pleurs se sont intensifiés. S'il te plaît, pouvons-nous juste parler en personne? Je peux tout expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tu as dit à tout le monde exactement ce que tu ressentais. Les fiançailles sont terminées. Je pouvais entendre du mouvement en arrière-plan. Probablement sa sœur qui essayait de la réconforter. Tu ne peux pas jeter 1 an et demi comme ça à cause d'une seule erreur. Ce n'était pas une erreur. C'était de l'honnêteté. Et j'en suis reconnaissant, car maintenant je sais qui tu es vraiment. Mon téléphone a vibré avec un appel entrant d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Puis un autre. Je dois y aller, dis-je. Des gens appellent. Ils veulent probablement savoir si ce dont ils ont été témoins hier soir était authentique. Et je vais leur dire que ça l'était. Attends, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai raccroché et j'ai immédiatement reçu un autre appel, cette fois de sa mère. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis son père a appelé. Puis quelqu'un de sa famille que je n'avais rencontré que 2 fois. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai fini mon café en paix. Elle était sur le point de découvrir que les conséquences d'une humiliation publique ne disparaissent pas simplement parce qu'on ne se souvient pas de les avoir causées. 1 heure plus tard, j'ai reçu un texto de mon cousin Raymond. Mec, c'était intense hier soir. Ça va? Aussi, la moitié de la famille demande si tu es sérieux à propos de l'annulation du mariage. J'ai répondu, plus que sérieux. Le mariage est annulé. Tout ce qu'elle a dit correspondait exactement à ce qu'elle ressentait. Il a répondu immédiatement, bien joué, mec. Personne ne devrait se contenter de quelqu'un qui ne veut pas vraiment de lui. C'était le premier de nombreux messages de soutien que j'ai reçus ce jour-là. Il s'avère que lorsque quelqu'un avoue publiquement qu'il se sert de vous, les gens ont tendance à se ranger assez rapidement du côté de la victime. À midi, l'histoire s'était répandue dans notre cercle social comme une traînée de poudre. Mon téléphone vibrait constamment d'appels et de textos de personnes qui avaient été à la fête. La plupart prenaient de mes nouvelles, mais quelques-uns cherchaient des ragots. J'étais à la quincaillerie en train de prendre des fournitures pour un projet quand je suis tombé sur Hunter Wells, un gars avec qui j'avais travaillé il y a 2 ans. Il s'est approché de moi avec une expression inquiète. « Salut mec, j'ai entendu ce qui s'est passé hier soir. C'est dur. Tu vas bien ?» Les nouvelles allaient vite. Hunter n'avait même pas été à la fête. « Je vais bien », dis-je en chargeant des vis dans mon chariot. En fait, je vais mieux que bien. J'ai découvert la vérité avant de faire une énorme erreur. C'est une façon de voir les choses. Il faut du cran pour gérer ça comme tu l'as fait. Je chargeais mon camion quand mon téléphone a sonné. C'était Courtney Barker, une de ses demoiselles d'honneur. Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé, dit-elle dès que j'ai décroché. Je suis ami avec elle depuis 5 ans, et je ne l'ai jamais vue se comporter comme ça. L'alcool a tendance à révéler les vrais sentiments des gens. Le truc, c'est que, continua Courtney, elle appelle tout le monde de la fête pour essayer de limiter les dégâts. Elle dit aux gens qu'elle plaisantait et que tu as surréagi. Cela m'a fait marquer une pause. Qu'est-ce que les gens disent? Eh bien, Abigail a tout enregistré sur son téléphone, donc il n'y a aucun doute sur ce qu'elle a dit. La plupart des gens pensent que tu as géré ça parfaitement. Je veux dire, qui plaisante sur le fait de ne pas vouloir épouser son fiancé à sa propre fête de fiançailles? Quelqu'un qui ne plaisantait pas, exactement.
Écoute, j'étais censé être à ton mariage, mais je voulais que tu saches que je pense que tu as échappé belle. Elle est obsédée par cette bague depuis que tu la lui as donnée. Toujours à poster des photos, toujours à la montrer à des inconnus. Après avoir raccroché, je suis allé chez mon frère. Elia travaillait dans son garage et a levé les yeux quand je suis arrivé dans l'allée. J'ai entendu dire que tu as eu une sacrée nuit, dit-il en s'essuyant les mains sur un chiffon. Les nouvelles vont vite. Maman a appelé ce matin. Elle a dit que tante Loi était à la fête et lui a fait un rapport complet. Apparemment, toute la famille en parle. Je me suis appuyé contre son établi. Quel est le consensus? Que tu as géré ça comme un chef. Papa a dit qu'il aurait fait la même chose. Maman est fière de toi de ne pas avoir supporté le manque de respect. Et sa famille, d'après ce que j'entends, ils sont embarrassés. Son père a appelé maman ce matin pour s'excuser du comportement de sa fille. Il a dit qu'il ne l'avait pas élevée pour qu'elle agisse comme ça. Ça m'a surpris. Je m'attendais à ce que sa famille serre les rangs et la défende. Sa mère, en revanche, est apparemment furieuse contre toi. Elle dit que tu as humilié leur fille en public et que tu aurais pu gérer ça en privé. Elle s'est humiliée toute seule. Je n'ai fait que répondre à ce qu'elle a dit. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Daisy Cummings, notre ancienne organisatrice de mariage. Je suis vraiment désolé d'apprendre ce qui s'est passé hier soir, dit-elle. Je voulais vous contacter car je suppose que vous voudrez annuler tous les contrats avec les fournisseurs. Oui, tout doit être annulé. Je vais commencer à passer des appels aujourd'hui. La plupart des fournisseurs restitueront les acomptes puisqu'il reste encore 8 semaines. Je vous enverrai un email avec une liste de ce que nous pouvons récupérer et de ce que nous ne pouvons pas, merci, Daisy. J'apprécie. Pour ce que ça vaut, vous méritez quelqu'un qui veut vraiment vous épouser, pas seulement porter votre bague. Après avoir raccroché, Elia m'a tendu une bière. Alors, quelle est la suite? La suite, c'est que je me concentre sur ma vie. J'ai perdu 18 mois avec quelqu'un qui se servait de moi. Je ne vais pas perdre un jour de plus. Et tous les cadeaux que les gens ont déjà envoyés. Je les retournerai avec des notes de remerciement expliquant que les fiançailles sont rompues. Les gens comprendront. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. C'était une photo d'elle dans un café, apparemment en train de pleurer en parlant à une amie. Le message disait, « Ton ex est au Starbucks de la 5e rue en train de dire à tout le monde que tu es déraisonnable. Je pensais que tu devais savoir. » J'ai montré la capture d'écran à Elia. Il a secoué la tête. Elle essaie vraiment de se faire passer pour la victime. Laisse-la faire. Tous ceux qui étaient là savent ce qui s'est passé. Elle peut tourner ça comme elle veut, mais 80 témoins ne mentent pas. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de Barry, l'oncle qui avait été à la fête. Je voulais prendre de tes nouvelles, neveu. C'était une sacrée situation hier soir. Je vais bien, oncle Barry. Mieux sans elle. Je suis bien d'accord. Ta grand-mère l'avait prédit, d'ailleurs. Elle ne l'a jamais aimé. Elle disait qu'il y avait toujours quelque chose qui clochait avec cette fille. Mamie a un bon instinct. Oui. Et elle voulait que je te dise qu'elle est fière de la façon dont tu t'es comporté. Elle a dit, tu as fait preuve d'un vrai caractère en partant avec dignité au lieu de faire une scène. En me couchant ce soir-là, j'ai réalisé quelque chose d'intéressant. En l'espace de 24 heures, j'étais passé d'un homme fiancé planifiant un mariage à de nouveaux célibataires. Et au lieu de me sentir dévasté, je me sentais soulagé. Les personnes qui comptaient soutenaient ma décision. Celles qui ne comptaient pas montraient leur vrai visage, tout comme elles l'avaient fait. Cela s'avérait être une véritable révélation pour tout le monde. Mardi matin, je me préparais pour le travail quand on a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu ses parents sur mon porche. Son père avait l'air mal à l'aise. Sa mère avait l'air déterminée. J'ai ouvert la porte mais je ne les ai pas invités à entrer. Nous devons parler, a dit sa mère immédiatement. À propos de quoi? De cette situation ridicule. De la façon dont tu jettes une bonne relation à cause de quelque chose qu'elle a dit alors qu'elle était ivre. Son père s'est agité inconfortablement derrière elle. Fils, peut-être pourrions-nous nous asseoir et en discuter calmement. Je suis calme et il n'y a rien à discuter. Votre fille a été très claire sur ses sentiments. Elle était ivre, a-t-elle répliqué. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont ivres.
Vous comprenez sûrement ça. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. En fait, je pense que l'alcool fait dire aux gens des choses qu'ils gardent normalement pour eux. Elle a dit à 80 personnes qu'elle n'avait jamais voulu m'épouser, qu'elle n'avait dit oui que pour la bague et l'attention. Ce ne sont pas les mots de quelqu'un qui m'aime. Elle t'aime, a dit son père doucement. Elle pleure depuis dimanche soir. Elle est dévastée. Elle est dévastée d'avoir été démasquée, pas de m'avoir blessé. Sa mère s'est avancée. Écoutez, nous avons déjà versé des acomptes pour la salle, les fleurs, le traiteur. C'est cher. Ne pouvez-vous pas régler ça entre vous? Aucune somme d'argent ne vaut la peine d'épouser quelqu'un qui se sert de moi. Elle ne se sert pas de toi. Elle a fait une erreur. L'erreur était la mienne de ne pas avoir vu qui elle était vraiment plus tôt. Son père a essayé une autre approche. Nous connaissons notre fille. Elle peut être immature parfois, mais elle tient à vous. Tout ça a été monté en épingle. Monsieur Hubbard, avec tout mon respect, 80 personnes ont été témoins de ce qui s'est passé. Il n'y a rien à monter en épingle. Elle a dit ce qu'elle a dit. Le visage de sa mère devenait rouge. Alors vous allez juste l'abandonner après tout ce que vous avez traversé? Je ne l'abandonne pas. Je refuse d'épouser quelqu'un qui a admis ne pas vouloir m'épouser. Elle plaisantait. Personne ne plaisante comme ça à sa propre fête de fiançailles. Mon téléphone a sonné. C'était mon patron qui appelait pour une réunion client. J'ai regardé ses parents. Je dois prendre cet appel. Nous avons terminé. Sa mère avait l'air de vouloir argumenter davantage, mais son père a posé la main sur son bras. Nous vous recontacterons, a-t-il dit. Ne vous donnez pas cette peine. J'ai fermé la porte et répondu à mon téléphone. Par la fenêtre, je les ai regardés retourner à leur voiture. Sa mère gesticulait avec colère tandis que son père avait juste l'air fatigué. Cet après-midi-là, elle s'est présentée à mon bureau. Ma collègue Audrey est venue à mon bureau, l'air gêné. Il y a quelqu'un qui veut te voir. Elle dit que c'est personnel. J'ai regardé vers le hall d'entrée et je l'ai vue assise sur l'une des chaises d'attente, habillée comme si elle allait à un entretien d'embauche, vêtements professionnels, cheveux parfaits, maquillage pour cacher le fait qu'elle avait manifestement pleuré. Dis-lui que je suis occupé. Elle dit qu'elle attendra. J'ai soupiré et je me suis dirigé vers le hall. Elle s'est levée dès qu'elle m'a vu. Nous devons parler. Non. Et tu ne peux pas te pointer comme ça sur mon lieu de travail. Tu ne réponds pas à mes appels. Tu ne veux pas me voir. Qu'est-ce que je suis censé faire d'autre? Passer à autre chose, comme je le fais. Elle a regardé autour du hall, consciente que les gens pouvaient nous entendre. S'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. Tu as eu ton moment pour parler à la fête. Tu as dit tout ce que tu avais à dire. J'étais ivre. Je ne pensais rien de tout ça. Baisse la voix. C'est mon lieu de travail. Elle a baissé la voix mais a continué à parler. Je sais que tu es blessé, mais s'il te plaît, ne nous jette pas à la poubelle à cause d'une stupide erreur. Ce n'était pas une erreur. C'était la vérité. Et je suis reconnaissant que tu l'aies enfin dite. Je t'aime. Je veux t'épouser. La bague n'a pas d'importance. L'attention n'a pas d'importance. Je veux juste qu'on soit ensemble. Je l'ai regardé attentivement. Si la bague n'a pas d'importance, alors ça ne te dérangera pas que je l'ai rendue hier. Son visage est devenu blême. Tu l'as rendue? J'ai obtenu le remboursement intégral. Je me suis dit que j'aurais peut-être besoin de l'argent puisque j'ai dû annuler un mariage. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé. Tu ne peux pas simplement rendre une bague de fiançailles. Je peux, quand les fiançailles sont annulées. Mais si on arrange les choses? Nous n'arrangerons rien. Il n'y a rien à arranger. Tu m'as dit exactement ce que tu ressentais, et je te crois. Les gens prennent parti. Ils me font passer pour une horrible personne. Je n'ai rien dit de mal sur toi à qui que ce soit. Je leur ai juste dit la vérité sur ce qui s'est passé. Ta famille me déteste maintenant. Ma famille a entendu ce que tu as dit. Ils se sont fait leur propre opinion. Elle a recommencé à pleurer. Ça gâche ma vie. Tu as gâché ta propre vie quand tu as décidé d'avouer tes vrais sentiments devant 80 personnes. Ne peux-tu pas juste me pardonner? Ne pouvons-nous pas recommencer? Je l'ai regardé,
là, debout, désespéré et paniqué, et je n'ai ressenti que de la pitié. Il y a 2 semaines, je pensais que j'allais épouser cette personne. Maintenant, elle me semblait être une étrangère. Il n'y a rien à pardonner. Tu as été honnête sur ce que tu ressentais. Je suis reconnaissant pour cette honnêteté, mais c'est fini entre nous. Je suis retourné à mon bureau sans me retourner. Audrey est venue quelques minutes plus tard. Elle est partie. Elle pleurait assez fort. Bien. Peut-être qu'elle arrêtera de se montrer là où je travaille. Pour ce que ça vaut, je pense que tu gères ça bien. Personne ne devrait avoir à épouser quelqu'un qui ne veut pas vraiment de lui. C'était en train de devenir le sentiment général. Et honnêtement, ça faisait du bien d'être soutenu par des gens qui se souciaient vraiment de mon bien-être au lieu de simplement éviter l'embarras. Au cours de la semaine suivante, ces tentatives pour me reconquérir sont devenues de plus en plus désespérées et publiques. Ça a commencé par des fleurs livrées à mon bureau chaque matin, des arrangements coûteux avec des cartes qui disaient des choses comme « Je suis désolé »,« S'il te plaît »,« Pardonne-moi » et « Je t'aime plus que tout ». Je les ai fait donner à l'hôpital d'Aix-en-Grave-Côté. Puis elle a commencé à se montrer dans des endroits où elle savait que je serais. La salle de sport où j'allais après le travail, l'épicerie où je faisais mes courses le week-end, le restaurant où mes amis et moi nous retrouvions pour la soirée quiz le jeudi. Le jeudi soir a été particulièrement gênant. J'étais avec Raymond, Elia et quelques autres gars quand elle est entrée, portant une robe que je lui avais achetée pour son anniversaire. Elle s'est approchée de notre table avec un sourire nerveux. « Salut tout le monde », dit-elle en se concentrant sur moi. « Est-ce que je peux te parler une minute ?» Toute la table est devenue silencieuse. Raymond s'est raclé la gorge, mal à l'aise. « On est en plein milieu du quiz », dis-je sans lever les yeux de ma bière. « Ça ne prendra qu'une seconde. » Non. Elle est restée là un moment, ne s'attendant clairement pas à être renvoyée si rapidement. « S'il te plaît, je veux juste. » La réponse est non. À tout ce que tu es sur le point de demander, la réponse est non. Tu ne sais même pas ce que j'allais dire. Je l'ai finalement regardé. Tu allais demander une autre chance. Tu allais me dire que tu as changé. Tu allais promettre que ce serait différent. Et la réponse à tout ça est non. Ses yeux se sont remplis de larmes. Pourquoi es-tu si cruel ? Je ne suis pas cruel. Je suis honnête. Quelque chose que tu devrais essayer. Elle a regardé autour de la table mes amis, espérant probablement que l'un d'eux prendrait son parti. Ils ont tous trouvé leur verre soudainement très intéressant. Très bien, dit-elle, la voix tremblante. Mais ce n'est pas fini. Si, ça l'est. Elle est partie et notre soirée quiz a continué. Mais l'ambiance était définitivement plombée. Mec, a dit Raymond après son départ. C'était intense. Elle ne comprend pas le message. Tu devrais peut-être bloquer son numéro ou quelque chose comme ça. Je l'ai déjà fait. Elle appelle depuis des téléphones différents maintenant. Le week-end a apporté un nouveau niveau de désespoir. Samedi matin, je lavais ma voiture dans l'allée quand un camion de déménagement s'est garé de l'autre côté de la rue. J'ai regardé, curieux, jusqu'à ce que je réalise ce qui se passait. Elle emménageait dans la maison juste en face de la mienne. Je me suis approché d'elle alors qu'elle dirigeait les déménageurs. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais ? J'ai loué la maison de Madame Patterson pour 6 mois. Elle reste avec sa fille en Arizona. Tu ne peux pas être sérieuse. Je veux te montrer que je suis déterminé à arranger ça, que je ne vais nulle part. C'est du harcèlement. C'est de la dévotion. C'est du harcèlement. » Elle a croisé les bras. J'ai tout à fait le droit de vivre où je veux. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Raymond. Peux-tu me recommander un avocat ? Je crois que j'ai besoin d'une ordonnance d'éloignement. Son visage est devenu blême. Tu n'oserais pas, essaie-moi. Je suis retourné laver ma voiture pendant qu'elle supervisait son déménagement. Toutes les quelques minutes, je sentais son regard sur moi depuis l'autre côté de la rue. C'était à la fois troublant et pathétique. Ce soir-là, elle est venue à ma porte avec un repas fait maison. J'ai préparé ton plat préféré, dit-elle quand j'ai répondu. Rôti de bœuf avec cette purée à l'ail que tu aimes. Je n'en veux pas. Tu dois manger. Et je sais que tu détestes cuisiner pour toi-même. Je commanderai une pizza. S'il te plaît, laisse-moi juste cuisiner pour toi. Comme au bon vieux temps.
Il n'y a pas de bon vieux temps. Il y a juste le temps avant que je sache qui tu étais vraiment. Je suis qui j'ai toujours été. Non, tu es celle que tu prétendais être. La personne qui a pris ce micro est celle que tu es vraiment. Elle a recommencé à pleurer. J'ai fait une erreur. Une seule erreur. Pourquoi ne peux-tu pas me pardonner? Parce que ce n'était pas une erreur. C'était la vérité. Tu as admis que tu n'avais jamais voulu m'épouser. Tu as admis que tu ne te souciais que de la bague et de l'attention. Ce ne sont pas des choses que l'on dit par accident. Mais je le retire. Je retire tout. On ne peut pas retirer la vérité. J'ai fermé la porte et j'ai regardé par la fenêtre alors qu'elle se tenait sur mon porche, tenant le rôti, en pleurant. Finalement, elle est retournée de l'autre côté de la rue, dans sa maison temporaire. Dimanche matin, je me suis réveillé pour découvrir qu'elle avait décoré mon jardin avec des pancartes, des affiches peintes à la main qui disaient « Je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, et « Je t'aime ». Elles étaient plantées sur ma pelouse comme des panneaux de campagne. J'ai appelé ma voisine Loi. Avez-vous vu qui a mis ça? Oh, mon chéri. Elle était là à l'aube avec un marteau et des piquets. Tout le quartier l'a entendu pleurer pendant qu'elle travaillait. Ça devient ridicule. Tu veux que j'appelle la police? Pas encore, mais bientôt. J'ai passé la matinée à arracher les pancartes et à les jeter à la poubelle. Elle regardait depuis sa fenêtre de l'autre côté de la rue mais n'est pas sortie. Lundi, au travail, mon patron m'a pris à part. Est-ce que tout va bien? Tu as l'air distrait ces derniers temps. J'ai expliqué brièvement la situation. Il a écouté et a hoché la tête. Ça ressemble à du harcèlement. Tu devrais tout documenter au cas où tu aurais besoin d'une protection juridique. Je commence à penser que vous avez raison. De plus, nous avons des caméras de sécurité sur le parking. Si elle se présente à nouveau ici, nous aurons des preuves. Cet après-midi-là, elle a essayé une autre approche. Elle a envoyé à ma grand-mère une lettre manuscrite lui demandant de me convaincre de lui donner une autre chance. Ma grand-mère m'a appelé ce soir-là. Chérie, j'ai reçu une lettre intéressante aujourd'hui. Je peux deviner de qui? Elle semble très désolée. Elle est désolée d'avoir été démasquée. Elle me demande de te parler. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que toute femme qui humilierait son fiancé comme ça en public ne mérite pas une seconde chance, et que mon petit-fils a plus d'amour-propre que d'épouser quelqu'un qui a admis ne pas vouloir de lui. J'ai souri. Merci, mamie. Ne me remercie pas. Je suis fier de toi de t'être défendu. Ton grand-père serait fier aussi. Quand je suis rentré du travail, il y avait un paquet sur mon paillasson. À l'intérieur se trouvait le collier que je lui avais offert pour Noël, avec une note qui disait « Si tu ne veux pas me reprendre, au moins reprends les bijoux pour que tu puisses les retourner et récupérer ton argent. » J'ai regardé de l'autre côté de la rue et je l'ai vu observer depuis sa fenêtre. J'ai levé le collier pour qu'elle puisse le voir, puis je l'ai jeté dans ma poubelle. Le message était clair. Je ne voulais rien d'elle en retour, y compris elle. 3 semaines après la fête de fiançailles, je vivais enfin de nouveau en paix. J'avais installé des caméras de sécurité autour de ma maison après qu'elle soit passée à laisser des cadeaux sur le pare-brise de ma voiture et à appeler mon lieu de travail plusieurs fois par jour. L'ordonnance d'éloignement que j'avais demandée a été approuvée après que j'ai montré au juge des photos des pancartes dans le jardin, des appels téléphoniques documentés et des témoignages de collègues sur ces apparitions non désirées. Les documents légaux lui ont été signifiés un jeudi matin. J'ai regardé depuis la fenêtre de ma cuisine l'adjoint du shérif frapper à la porte de sa maison de location de l'autre côté de la rue. Elle a répondu en pyjama, ne s'attendant clairement pas à des visiteurs officiels. La conversation a été brève. Elle a pris les papiers, a signé et a fermé la porte. En moins d'1 heure, elle chargeait sa voiture de valises. Apparemment, une ordonnance du tribunal lui imposant de rester à au moins 150 mètres de moi rendait la vie en face impossible. Je l'ai regardé faire ses bagages avec un sentiment de soulagement que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Mon téléphone a sonné. C'était mon avocat, Barry Wells. L'ordonnance d'éloignement a été signifiée avec succès. Elle a 24 heures pour quitter la propriété en face de chez vous. Bien. Sait-on si elle compte la contester? Sa famille a engagé un avocat, mais honnêtement, avec les preuves que vous avez fournies et les témoignages, ils n'ont pas grand-chose à argumenter. Le harcèlement est le harcèlement. Ce soir-là, Raymond est passé avec un pack de 6 bières et un grand sourire.
J'ai entendu dire que ta harceleuse déménage. C'est la meilleure nouvelle que j'ai eue depuis des semaines. Nous nous sommes assis sur ma terrasse arrière, à l'abri de la vue de sa maison de location, et avons discuté. Ça faisait du bien de se détendre sans regarder constamment par-dessus mon épaule. Tu sais, a dit Raymond en ouvrant sa deuxième bière, j'ai croisé Courtney chez Target hier. Elle a dit que ton ex raconte aux gens que tu l'as forcée à trop boire à la fête pour avoir une excuse pour rompre avec elle. J'ai failli m'étouffer avec ma bière. Elle me rejette la faute pour son ivresse? Ça ne s'arrête pas là. Apparemment, elle prétend aussi que tu as tout planifié parce que tu voulais sortir de ses fiançailles mais que tu ne voulais pas être le méchant. C'est de la folie. Courtney a dit que la plupart des gens n'y croient pas. Trop de témoins ont vu ce qui s'est réellement passé. Bien. Laisse-la inventer l'histoire qui l'aide à dormir la nuit. Le lendemain matin, j'ai découvert qu'elle avait laissé quelque chose sur mon paillasson avant de déménager. C'était un album photo qu'elle avait fait de notre relation avec une note sur le dessus qui disait « Tu te souviens quand tu m'aimais ?» Je l'ai feuilleté brièvement. Des photos de nous au restaurant, en vacances, à des événements familiaux. Sur chaque photo, j'avais l'air heureux et sincère. Sur chaque photo, elle regardait soit l'appareil photo, soit s'assurait que sa bague était visible. En regardant maintenant, je pouvais voir ce que j'avais manqué avant. En 18 mois de photos de couple, il n'y avait pas une seule photo où elle me regardait de la même manière que je la regardais. J'ai mis l'album à la poubelle sans lire la note. Ce week-end-là, ma grand-mère m'a invité pour le dîner du dimanche. Toute la famille était là, parents, frères et sœurs, cousins, tantes et oncles. C'était la première fois que nous étions tous réunis depuis la fête de fiançailles. « Comment tiens-tu le coup ?» m'a demandé ma mère pendant que nous mettions la table. Mieux que je ne l'aurais cru. En fait, j'ai l'impression d'avoir échappé belle. C'est vrai, a dit ma tante Audrey. Cette fille a montré son vrai visage devant tout le monde. Mieux vaut le découvrir avant le mariage qu'après. Mon cousin Elias s'est joint à la conversation. Je ne l'ai jamais aimée de toute façon. Elle m'a toujours semblé fausse. Pourquoi personne n'a rien dit? M'aurais-tu écouté, a demandé ma grand-mère depuis la cuisine. Tu étais amoureux, ou tu pensais l'être. Elle avait raison. Si quelqu'un m'avait dit il y a 6 mois que ma fiancée se servait de moi, je l'aurais défendu. Pendant le dîner, mon oncle Barry a soulevé quelque chose d'intéressant. J'ai entendu par Tom Larson à la quincaillerie qu'elle a posé des questions sur toi en ville. Elle voulait savoir si tu voyais quelqu'un de nouveau. Elle doit passer à autre chose. Tom a dit qu'il lui avait répondu que tu étais trop intelligent pour faire la même erreur 2 fois. Tout le monde a ri à ça. Ça faisait du bien d'être entouré de gens qui se souciaient vraiment de mon bien-être. 2 mois plus tard, j'étais à la salle de sport quand j'ai surpris une conversation qui m'a fait marquer une pause. 2 femmes parlaient près de la fontaine à eau. Tu as entendu ce qui s'est passé au mariage de Hunter le week-end dernier? Non. Quoi? Tu te souviens de cette fille qui était fiancée au gars de l'agence de marketing du centre-ville? Celle qui a fait une scène à sa propre fête de fiançailles? Mes oreilles se sont dressées. Elle s'est pointée au mariage de Hunter sans y être invitée. Apparemment, elle connaissait la mariée de l'université et pensait qu'elle pouvait juste s'incruster à la réception. C'est gênant. C'est pire que ça. Elle s'est saoulée et a commencé à raconter à tout le monde à sa table comment son ex-fiancé avait ruiné sa vie en surréagissant à une blague. La famille de la mariée lui a demandé de partir. Aïe, c'est embarrassant. J'ai fini mon entraînement avec un sourire. Elle continuait à faire des scènes aux événements des autres, à jouer la victime, à ne pas assumer la responsabilité de ses actes. 6 mois après la fête de fiançailles, j'étais vraiment heureux. J'avais recommencé à sortir. Rien de sérieux pour l'instant, mais ça faisait du bien de rencontrer des gens qui s'intéressaient à moi en tant que personne, et non comme un fournisseur de bijoux coûteux et de statut social. J'étais à un barbecue chez Raymond quand quelqu'un a mentionné l'avoir vue dans un bar du centre-ville le week-end précédent. Elle racontait à qui voulait l'entendre qu'elle avait échappé belle quand son ex-contrôlant avait rompu avec elle. Elle disait qu'il était obsédé par l'argent et le statut. L'ironie était hilarante. La personne qui avait admis qu'elle ne se souciait que de ma bague prétendait maintenant que c'était moi qui étais obsédé par l'argent. Est-ce que quelqu'un l'a cru, ai-je demandé. Pas vraiment. Trop de gens savent ce qui s'est réellement passé. C'est ça, la vérité. Elle a de la ténacité. Sa version des événements ne cessait de changer, mais les faits restaient les mêmes.
80 personnes avaient entendu sa confession. Des preuves vidéo existaient. Aucune révision ne pouvait changer ce qui s'était passé cette nuit-là. 1 an plus tard, j'avais complètement tourné la page. J'avais appris des leçons précieuses sur la reconnaissance des sentiments authentiques par rapport à la performance. J'avais appris à faire confiance à mon instinct quand quelque chose ne semble pas juste. Plus important encore, j'avais appris que parfois, la pire chose qui puisse vous arriver s'avère être exactement ce dont vous aviez besoin. Je ne l'ai jamais revue après qu'elle a quitté la maison de location. Selon des amis communs, elle a finalement quitté la ville, prétendant avoir besoin d'un nouveau départ quelque part où les gens ne connaissaient pas ses affaires. J'ai gardé l'ordonnance d'éloignement active pendant toute l'année au cas où, mais elle ne l'a jamais violée. Apparemment, les conséquences juridiques étaient plus motivantes que mes rejets répétés ne l'avaient été. Aujourd'hui, quand les gens me posent des questions sur le désastre de la fête de fiançailles, je leur dis que c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Cela m'a évité d'épouser quelqu'un qui aurait rendu ma vie misérable. Et chaque fois que je vois cette bague en diamant de 3 carats annoncée en ligne par la bijouterie, toujours disponible à l'achat, je souris et je me souviens à quel point j'ai failli la gaspiller pour quelqu'un qui l'appréciait plus qu'elle ne m'appréciait moi. La vérité m'a vraiment libéré. Même s'il a fallu un micro et 80 témoins pour enfin l'entendre. Notre histoire est maintenant terminée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attends dans la prochaine histoire. À très bientôt.